Yo tout le monde, c'est Mediabord, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de Star Wars épisode 9, l'ascension des Skywalker, le nouveau film de J.J. Abrams. Alors cette vidéo sera 100% spoiler, donc si vous n'avez pas vu le film, allez le voir maintenant et revenez après pour aller mater cette petite vidéo. J'ai aimé le film, mais il y a beaucoup de choses qui me dérangent dans ce film. C'est que de base, je m'attendais pas vraiment à grand chose, j'avais été très déçu par l'épisode 7 et 8. Il y a quelque chose qui me dérange vraiment avec cette saga. Ce qui me dérange, et ce qui m'a toujours dérangé avec cette Disneyologie, c'est le fait que l'épisode 7 étant été écrit, personne, à l'époque, ne savait où est-ce qu'ils allaient aller. Avec l'épisode 8, personne ne savait où est-ce qu'ils allaient aller. Et le problème avec ce Disney, là, c'est qu'en fait, ils ont créé une saga qui, de base, n'avait pas de fin. Était juste une suite de films qui n'avaient pas encore de fin, et où les réalisateurs commençaient à balancer des petites infos, des petits trucs, et ils savaient pas vraiment où est-ce qu'ils allaient aller. Ce qui fait que on a J.J. Abrams dans le Réveil de la Force qui commence à nous teaser un Snoke, qui commence à nous présenter des personnages, qui nous dit voilà, Rey elle vient de là, Finn il était là, c'était un Stormtrooper, tous ces trucs là. Et dans l'épisode 8, on a Rian Johnson qui dit bah en fait je m'en fous de ton histoire, JJ, elle était sympa mais je m'en fous un petit peu, on comprend rien, bah tu sais quoi, bah Snoke je vais le tuer. Snoke il sert plus à rien, il se fait tuer de façon la plus ridicule possible, vraiment histoire de dire bah tu vois ton méchant grandiose, et bah je vais le détruire, parce que de toute façon on s'en fout. Bah écoutez, comme on sait pas encore, bah on fera au jour le jour, et l'histoire elle est écrite comme ça en fait, elle est écrite au jour le jour. Et ça se ressent vraiment dans Star Wars épisode 9, dès le début de l'histoire. On nous présente un nouveau personnage, qui est donc le personnage de Palpatine, vu dans les bandes annonces, qui arrive avec sa nouvelle armée, et qui a pour objectif de régner sur le monde, sur l'univers, avec son armée impériale, qui sort du trou du cul du monde, clairement. On sait pas d'où est-ce qu'elle vient, on sait pas du tout où est-ce qu'ils sont allés chercher tous ces soldats. Et on a Palpatine qui, avec son nouvelle armée, va s'associer avec le Premier Ordre, donc avec Kylo Ren, pour réduire l'univers en cendres et obtenir le plus de pouvoir. Mais Palpatine, attention, il a une petite révélation pour Kylo Ren, parce que Kylo Ren, il sait pas tout sur la famille de Rey. Et on apprend quoi ? On apprend que, au fur et à mesure de l'histoire, hein, que Palpatine serait donc le grand-père. J'espère que c'est pas un souci de traduction, hein, parce que en français c'était le grand-père, parce que je l'ai vu en français, serait donc le grand-père de Rey, et au final, Rey donc, serait donc la petite-fille de Palpatine. Je fais pas juste mon coup de gueule au début, parce que après comme ça on va vraiment évacuer tout ce qui me dérange pour parler des bons trucs, parce qu'il y a des bons trucs, parce que le film n'est pas mauvais, mais il y a vraiment un gros caca au début du film, c'est vraiment cette envie de se débarrasser un maximum de l'épisode 8, vraiment dire, tu vois l'épisode 8, bah je m'en fous, en fait il a jamais existé, c'est un épisode filler, et on va te parler essentiellement de l'épisode 9. Et on va expliquer, nous montrer en quelques secondes que Snoke en fait c'était juste un clone, un mec créé de toutes pièces par Palpatine pour arriver à ses fins et contrôler Kylo Ren, et également s'emparer du pouvoir de Rey grâce à elle, grâce à son pouvoir et grâce à son lien de parenté. Une fois que lui sera mort, eh bien il pourra renaître dans Rey, parce que comme il dit, tous les Sith vivent en lui, et bien tous les Sith vivront en elle, et donc ça sera la nouvelle impératrice du monde Sith. Voilà, donc ça c'est évacué, maintenant on va pouvoir parler du film. À la sortie de l'épisode 7, je savais pas où j'allais, je me suis dit ce film est un trailer. À la suite de l'épisode 8, je me suis dit ce film est un trailer. Et à la suite de l'épisode 9, je me suis dit ah ok j'ai les réponses, mais par contre la Palpatine on pouvait pas me le présenter un peu plus tôt, je sais pas. Je trouve que ça le fait pas en fait. Genre on nous présente un Palpatine, un empereur Palpatine déchu, c'est-à-dire que il est sur une planète qui a l'air totalement désertique, qui clairement a été téléporté là, on sait pas d'où il vient, parce que dans l'épisode 3 il meurt quand même dans l'étoile de la mort, et donc on va retrouver Kylo Ren qui essaye de le buter, et qui lui dit, Palpatine qui va lui dire, bah écoute, si tu veux, on a qu'à s'associer, et de toute façon si on s'associe pas, et bah tu vois mon armée de l'Empire, eh bien je vais défoncer ton premier ordre, parce que moi j'ai plus de vaisseaux que toi, parce que t'as pris cher quand même avec cette résistance, et donc je te laisse pas vraiment le choix. En attendant, il y a la résistance qui arrive à déchiffrer un code qu'un mystérieux agent double
arrive à leur envoyer, donc ils savent pas exactement qui c'est, donc pendant tout le film, moi je me suis dit que c'était Lando, mais en fait c'est pas vraiment Lando. Il s'avère que c'est le général Hux qui explique que l'Empire s'est associé avec le Premier Ordre, plutôt que le Premier Ordre s'est associé avec l'Empire, et que l'Empereur Palpatine est toujours vivant, et qu'il a avec lui une énorme armée, et donc la Résistance doit trouver un appareil, qui est un espèce de traceur Sith, c'est à peu près ça, et en fait ils ont 16 ou 18 heures, je crois que c'est 16 heures, pour essayer de retrouver l'Empereur avant que celui-ci n'attaque toutes les planètes, et n'essaye à tout prix de diriger la galaxie. Ce film est quand même riche, et assez généreux en scène, assez généreux en histoire, l'histoire est assez intéressante. C'est vraiment une histoire de contre-la-montre, avec des personnages qui vont essayer un maximum de retrouver le MacGuffin, et le MacGuffin là c'est le traceur, mais de son côté, Rey va être de plus en plus appelée par le côté obscur, et de plus en plus, on va dire, entraînée par Kylo Ren, Kylo Ren sait par l'Empereur Palpatine, qui est vraiment sa vraie famille, et surtout quels sont ses vrais pouvoirs en fait. Et ce dont elle est capable. Je trouve qu'il y a beaucoup trop dans ce film d'éléments qui sortent vraiment de mon cul, clairement. Dans le sens où, alors c'était très violent, mais vraiment, dans le sens où les personnages nous offrent cette capacité de pouvoir se téléporter maintenant, là où dans Star Wars 8, on avait un Luke qui avait la capacité de on va dire, de faire apparaître son lui, mais de façon pas physique, ça veut dire qu'il pouvait pas forcément interagir avec son monde extérieur, il pouvait juste faire acte de présence, par exemple comme avec la bataille de Crête et Kylo Ren où il va essayer d'esquiver à chaque fois, et bien là dans ce film, on va faire une espèce de rétro-pédalage par rapport à ça, et en fait le truc c'est que ça va être Kylo Ren et Rey qui arrivent à communiquer l'un envers l'autre, comme ils faisaient dans Star Wars épisode 8, sauf que maintenant, ils sont capables d'interagir l'un avec l'autre. Rey arrive à se battre avec Kylo, sauf que Kylo est dans une planète et que Rey est sur un vaisseau. Que c'est eux qui l'ont développé avec la Force. Pourquoi dans les anciens Star Wars, on n'était pas capable de faire ça? On se dit, bon voilà, ça arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Et après un petit moment dans Star Wars épisode 8 où on se demande est-ce qu'elle va le faire, est-ce que oui ou non elle a envie de passer du côté obscur, clairement non, elle utilise son côté obscur, elle a vraiment un équilibre entre le côté obscur et le côté gentil, mais le côté gentil est plus fort en fait. Donc Rey, le plus gros twist du film, c'est clairement Rey qui est là et qui est donc la petite fille de Palpatine, mais je comprends pas vraiment comment c'est possible en fait, parce que Palpatine, son personnage est censé peut-être avoir, allez on va dire 50 ans. Dans l'épisode 4, ça se passe 30 ans plus tard, donc il est potentiellement censé avoir 80 ans, même s'il y a la Force, voilà. Et ensuite, ça se passe maintenant 40 ans plus tard que l'épisode 4, donc il est censé avoir 120 ans. Il y a clairement un écart de 95 ans. Est-ce que ça veut dire que ces enfants avaient 80 ans quand ils l'ont mis au monde? Enfin, qu'ils avaient 100 ans, clairement. Il y a vraiment un truc que je comprends pas là-dedans, quoi. Ou alors dites-moi dans les commentaires, hein, parce que là, j'ai vraiment pas compris comment c'est possible que Rey soit la petite fille de Palpatine. Déjà, comment ça se fait que les Sith ont des enfants? Comment ça se fait? Parce que pour avoir des enfants, il faudrait aimer d'une certaine façon. Ou alors est-ce qu'il avait tout prévu depuis le début? Est-ce qu'il avait imaginé que s'il allait avoir un enfant plus tard, il avait tout prévu et il allait prévoir également sa défaite, sa chute, et si justement il avait prévu ça, pourquoi il n'a pas essayé de s'en empêcher, de tuer Luke avant, de tuer Dark Vador? Il y a quelque chose vraiment qui me dérange dans ce film, et c'est vraiment ça, c'est vraiment ce côté genre, bah écoute, vous savez quoi en fait, on va mettre Palpatine, vous savez quoi en fait, Palpatine c'est le grand-père de Rey, parce que bah pourquoi pas en fait, parce que bah c'est magique et la magie c'est cool, mais les gars on n'est pas dans Harry Potter ici, c'est Star Wars et c'est cool la magie, mais là c'est pas le bon film en fait, parce que clairement là je comprends pas
Je comprends vraiment pas. Donc expliquez-moi comment c'est possible dans les commentaires. Voilà, donc c'était vraiment là on passe du côté coup de gueule. Maintenant il y a des trucs très sympas dans le film. On a une planète dans l'eau qui rappelle un petit peu Kamino. On va avoir un combat au sabre laser entre Kylo Ren et Rey qui vont donc s'affronter. Ça va faire vraiment des scènes vraiment très stylées, vraiment très épiques. On va avoir une autre scène où on va avoir une espèce de course-poursuite dans le désert entre Finn et Poe et Rey et des Stormtroopers qui sont donc sur des espèces de motos avec des Jet Troopers qui sont donc des Stormtroopers avec des jetpacks, ce qui fait très Boba Fett, enfin très Mandalorian on va dire. Et c'est cool parce qu'en fait c'est nouveau, alors peut-être que ça a été établi peut-être dans Star Wars Rebels ou Mandalorian ou des trucs que j'ai pas encore vus, mais en tout cas j'ai trouvé que c'était plutôt cool d'intégrer ça au scénario. Ils vont retrouver un vaisseau qui appartenait donc à quelqu'un qui essaie de traquer les Jedi. Ils vont faire la rencontre d'un personnage, qui est donc le personnage de Lando Calrissian. Et alors je suis très content de revoir Billy Dee Williams, mais son personnage arrive de façon très étrange, et je pense que ça aurait été plus intéressant de le voir vraiment débarquer au niveau de la Résistance au début du film, ou débarquer quand ils étaient peut-être dans la Cité des Nuages, ou un truc comme ça. Parce que là, il arrive vraiment comme un cheveu sur la soupe. Il y a une autre scène où on va voir les personnages, ils vont tomber dans la tanière d'un espèce de serpent des sables, et rêve un petit truc de set-off payoff, où elle va clairement soigner le serpent, pour dire, bon bah voilà, j'ai des pouvoirs de guérison, je savais pas trop, ce qui fait très être de lumière, parce que maintenant Rey est une être de lumière, elle a rejoint le paradis. Léo et Chris de Charms peuvent être heureux parce qu'ils ont trouvé leur relève. Et franchement c'est cool, cette scène est cool, cette scène ne sert à rien, à part faire du set-off payoff, pour plus tard, pour la scène où Kylo Ren va se faire tuer, enfin va se faire transpercer par sa propre épée, par Rey, au moment où Leila va mourir. Moment triste, moment tragique, moment qui m'a, on va dire, foutu un petit peu les larmes aux yeux. Je m'y attendais parce que je savais que l'actrice était morte, et je me suis dit qu'ils pouvaient pas la faire disparaître comme ça d'un coup, il fallait que ce soit cool, et donc c'est cool, et on sent qu'il y a une espèce de bouleversement dans la force, et donc Kylo Ren le sent, et donc il lâche son arme, et Rey le transperce, et ressent après qu'il vient de perdre sa mère, et va décider de l'aider, et c'est là où il va lui dire à Kylo Ren, il va lui dire, mais pourquoi tu as tendu ta main dans l'épisode 8, pour me rejoindre, et elle lui dit, je n'ai pas tendu ma main à Kylo Ren, je l'ai tendu à Ben. Et là, il va y avoir un petit moment Martha de Batman vs Superman, où Kylo Ren va changer et devenir du côté du clair, après, attention, qu'un personnage, donc Harrison Ford, donc Han Solo, revienne en fantôme, pour lui dire, bah écoute, je t'aime toujours, tu es toujours mon fils, et Ben est là, et Kylo Ren est mort. C'est pas vraiment une critique, c'est comme j'ai dit, c'est vraiment une version à chaud. Je pense que je ferai une critique, et cette critique sortira dans les prochains jours. On va retrouver quelques petits caméos de certains acteurs que J.J. Abrams apprécie bien. On va retrouver Dominic Monaghan de Lost, qui est là, vient faire son petit caméo, et un autre acteur, je n'arrive plus à retenir son nom, qui était dans Heroes, qui jouait Matt, celui qui pouvait lire les pensées, qui est dedans, et qui donc sont deux potes de J.J. Abrams. On va avoir cette scène où on va avoir Finn, Rose, et ce nouveau personnage qui est donc une espèce de contrebandière, on sait pas exactement qui c'est, une amie de Poe, peut-être une ancienne conquête, une amie, on sait pas trop, qui donc va les rejoindre, et vont essayer de détruire un des vaisseaux de l'Empire, avec une scène vraiment stylée, avec des chevaux moutes, on va dire, qui en fait vont courir sur un des vaisseaux de l'Empire, et essayer de défoncer un maximum les soldats, et essayer de réduire en cendres l'Empire en détruisant le vaisseau principal. On a une scène vraiment épique, vraiment que j'ai kiffé, où on voit une centaine, peut-être 200 vaisseaux. Il y a un vaisseau de Star Wars épisode 4, un autre vaisseau de Star Wars épisode 8, je crois que c'est le vaisseau des bombardiers là au début,
On a d'autres vaisseaux, on a pas mal, on a beaucoup de vaisseaux, je pense qu'il y a peut-être même caché au fond le vaisseau du Mandalorian. On a Rey qui donc va prendre les 2 sabres laser par exemple, vraiment pour nous signifier que c'est vraiment la fin d'une ère. Elle va les enterrer dans le sable bien profondément et va garder un seul sabre laser, le sabre laser jaune. Et alors peut-être que c'est juste un délire, hein, mais je me suis dit, il y a eu un sabre laser rouge, il y a eu un sabre laser bleu, peut-être que le jaune fait partie, peut-être parce que c'est une couleur primaire, comme le bleu et le rouge. Donc je me suis dit peut-être que maintenant il y a du jaune, je ne sais pas. Je me suis dit ça fait rouge, vert, bleu, voilà, c'est une des couleurs primaires, je me suis dit peut-être que c'est ça. Je sais pas trop pourquoi il est jaune, peut-être qu'il y a une signification bien précise, car je savais pas non plus pourquoi le sabre laser de Mace Windu était violet, mais en tout cas voilà, il était. Quelqu'un va lui demander, mais alors, qui vous êtes en fait, comment vous vous appelez? Elle dit, je m'appelle Rey, et on sent qu'elle a envie de dire Palpatine, parce que depuis le début, elle connaît pas son nom de famille, mais là, elle connaît son nom de famille, et là, elle voit Luke et Leila en fond, et à ce moment-là, je me suis dit, c'est dommage, parce que, je pense que ça aurait été intéressant si on avait continué, on aurait pu en fait, là où le film aurait pu être intéressant, c'est que si elle n'était pas devenue une Skywalker, c'était vraiment la fin des Skywalker, il n'y avait plus de Skywalker, et donc on pouvait continuer, et c'est là où ça aurait été intéressant, c'est qu'on pouvait continuer avec ces personnages, à parler d'autres choses de Star Wars, d'un nouvel ennemi, d'autre chose, d'un nouvel empire, d'un spin-off peut-être, de quelque chose, et en fait, non. En fait non, ça fait de la peine et ça fait plaisir, parce que dans l'épisode 7 et 8, je me suis pas vraiment attaché à ces personnages, mais là dans l'épisode 8, ils sont vraiment intéressants, j'ai vraiment vécu un bon moment, j'ai vraiment apprécié ces personnages, et ça va me manquer de plus les voir. Donc j'espère, peut-être qu'on verra plus Rey, mais j'espère peut-être revoir Finn, parce qu'au final, on n'a pas trop développé l'histoire autour de Finn. On lui a présenté à un moment donné une ancienne Stormtrooper qui s'est émancipée. Donc je me suis dit peut-être qu'on va en apprendre un peu plus sur Finn. Donc peut-être qu'il y aura un spin-off sur l'histoire de Finn, ça pourrait être intéressant peut-être de découvrir vraiment le fait de comment ils se sont fait enrôler, comment ils vont réussir peut-être à sauver les anciens Stormtroopers, ceux qui restent, ou peut-être, je ne sais pas, ça aurait été intéressant peut-être d'une certaine façon. Ça n'a pas été développé, j'espère que ça sera développé peut-être. D'ailleurs, ce personnage qui est présenté, ce nouveau personnage, à un moment donné, on va avoir Lando et elle qui vont dire un truc du genre d'où tu viens, et elle dit je sais pas, et il dit on va découvrir ça ensemble. Je me suis dit, ça sent le spin-off. Je me suis dit un spin-off avec Lando, pourquoi pas. Par contre, un spin-off avec Lando et elle, elle, on n'a peut-être pas fait assez de développement de personnage sur elle. Je sais pas si ça pourrait assumer, je sais pas si oui ou non c'était juste une phrase en l'air où on s'est dit bon peut-être qu'il va y avoir un spin-off là-dessus, ou peut-être que c'est juste histoire de dire un spin-off ça pourrait être intéressant, et il va y avoir du développement de personnages mais dans les bouquins ou dans l'univers peut-être canon ou légende, mais de la voir au grand écran, est-ce que ça pourrait être vraiment intéressant, je ne sais pas. Voilà, moi je m'attendais à un truc, on avait l'impression que Finn et Poe s'entendaient super bien, et j'avais l'impression... Alors c'est peut-être ridicule, mais j'avais l'impression qu'ils allaient finir par, je sais pas, se tomber dans les bras l'un de l'autre, qu'ils allaient s'embrasser à la fin, ou je sais pas quoi. J'avais vraiment l'impression que ces deux mecs étaient finalement peut-être gays, je sais pas. Ça avait l'air d'être un peu le cas dans Star Wars 8, ils avaient l'air d'être super contents de se voir, genre oh, Finn, tu m'as tellement manqué, Poe, tu m'as tellement manqué. Et dans la fin de Star Wars épisode 7, pardon, pas dans le 8, enfin dans le 8 aussi, mais dans Star Wars épisode 7 vraiment. Et donc je me suis dit peut-être qu'ils vont développer ça aurait été intéressant, ça aurait été différent, ça aurait été ouais, bon, pourquoi pas, quoi, cool. On a cette scène où on va voir, parce que ça avait été développé dans Star Wars 8, où on avait Leila qui était capable de voler, où elle faisait vraiment un ta gueule c'est magique, je vole comme Superman. Et là, à un moment donné, on va avoir cette scène où on va avoir Luke Skywalker et Leila plus jeune, c'est-à-dire à peu près peut-être avant que Ben Kenobi naisse. On les voit encore avec les tenues d'époque, ça fait vraiment très marrant, où ils se battent avec les sabres laser, je crois qu'ils se battent avec les sabres laser. Et c'est cool parce qu'en fait, on voit qu'en fait, Luke a entraîné Leila, qu'elle a la force en elle, qu'elle est vraiment maître Jedi. Dans le deuxième film, quand c'est The Last Jedi, les derniers Jedi, et à l'époque c'était peut-être pas le cas, mais en fait les derniers Jedi à ce moment-là, c'était pas Luke et Rey, c'était Luke, Rey et Leila. Voilà, parce que Leila en fait une Jedi. À partir du moment où elle est capable de faire ça, c'est une Jedi. J'aimerais terminer par une scène qui m'a vraiment fait kiffer et qui m'a fait rappeler vraiment Star Wars, le pouvoir de la Force. Et je me rappelle de cette scène où on a le personnage qui va contrôler au loin un espèce de vaisseau impérial pour le ramener, pour le faire s'écraser. Et on va avoir cette scène où Rey va faire ça avec le vaisseau supposé de Chewbacca. Oui, parce que Chewbacca va se faire enlever d'un coup comme ça par les chevaliers de Ren. Et d'ailleurs qui ne servent à rien, et pendant toute cette trilogie ont été exposés, on nous a dit voilà il y a les chevaliers de Ren, ils sont super puissants, et en fait ne servent à rien, se font vraiment défoncer en une seconde à la fin. Je m'attendais vraiment à plus de résistance, à un truc beaucoup plus stylé, et au final bon ils étaient pas oufissimes,
donc j'étais un peu déçu là-dessus. Et donc il y a cette scène, comme je disais, où elle va faire usage de la force pour amener le vaisseau, et Kylo Ren va arriver à ce moment-là, elle va lâcher des éclairs de ses doigts, et le vaisseau va exploser, et Chewbacca est censé mourir. Bon. C'est un moment où on n'y croit pas trop, on se dit est-ce que Chewbacca est vraiment mort, oui ou non, j'y ai pas vraiment cru, j'étais un peu triste mais j'y ai pas vraiment cru, je me suis dit ça serait un peu gros de faire mourir un personnage aussi vieux comme ça. Il y a beaucoup de choses dans ce film, c'est vraiment une conclusion de saga, c'est un épisode que j'attendais, c'est un épisode que j'avais envie de voir, et c'est un épisode que pour ma part j'ai plutôt kiffé en fait, mais il y a vraiment à part hein, ces événements qui arrivent vraiment, comme je dis, comme un cheveu sur la soupe, vraiment ces facilités scénaristiques, et ce MacGuffin, et ce set-off payoff, vraiment trop cramé de Rey et de Kylo Ren qui arrive à détruire l'Empire, détruire l'empereur en, on va dire, s'unissant, parce que le pouvoir de la petite fille de Palpatine et le pouvoir du fils de Dark Vador ensemble arrive à détruire l'Empire et à détruire l'Empereur, à détruire tous les Sith. Et bah écoutez, j'ai plutôt bien aimé en fait ce film. Je trouvais qu'il y avait des choses intéressantes, c'est clairement pour moi le meilleur film de toute cette nouvelle prélogie. Il y avait beaucoup de choses qui avaient été, on va dire, installées dans les précédents films, qui ont été totalement swipe en fait dans ce film. On a vraiment abandonné beaucoup de choses, on a vraiment décidé d'effacer vraiment cet épisode 8, et on nous propose une vision d'une fin qui est assez intéressante. C'est assez triste parce que quand on sait que c'est la dernière saga, que c'est la fin de la saga des Skywalker, qu'on a eu 9 films qui tournaient autour des Skywalker et que maintenant c'est officiellement terminé, on va dire, enfin pour l'instant, après on sait pas, peut-être que dans 10 ans ils vont revenir avec, je sais pas moi, Rey qui est devenue complètement folle, et ses enfants qui ont tué tout le monde, ce genre de trucs, je ne sais pas. Après, si c'est Disney, est-ce que ça sera encore édulcoré un maximum, mais en tout cas si ils veulent reparler des Skywalker, moi ça me dérange pas, hein, j'adore parler des Jedi, mais je ne sais pas, parler d'autre chose peut-être, ou alors faites-le d'une autre façon, ou alors prévoyez une nouvelle prélogie qui est, à mon sens, intéressante et qui est planifiée de A à Z, pas seulement faites un film et faites 3 autres derrière. La trilogie de Star Wars qui a été annulée ou mise en suspens avec les créateurs de Game of Thrones, bon bah voilà, ça avait l'air intéressant, ça avait l'air inspiré de Star Wars The Old Republic, donc voilà, bon, ça aurait été plutôt sympa, je pense que ça aurait pu être vraiment, vraiment pas mal. Il reste la nouvelle trilogie, on va dire produite par Rian Johnson, qui a l'air de chercher un réalisateur, donc j'ai vu que pour l'instant il cherchait des réalisateurs du côté de Mandalorian, ou du côté de peut-être chez les femmes, ou peut-être, je crois que Taika Waititi avait été peut-être à penser, je crois que Bryce Dallas Howard aussi, et je sais même pas que Bryce Dallas Howard était réalisatrice, comme quoi. Ron Howard aussi d'ailleurs. Beaucoup de réalisateurs et réalisatrices sont en train d'être passés au peigne fin, on va dire, pour réaliser peut-être cette nouvelle trilogie, ces nouveaux films. Il y a également la série que moi j'attends plus que Mandalorian, je sais pas fini Mandalorian, je vous ferai une petite review quand la série sera terminée, mais j'attends Obi-Wan Kenobi, la série sur Obi-Wan Kenobi, je pense que ça va envoyer du pâté. En tout cas voilà, mon avis vraiment à chaud, vraiment je sors de la séance il y a quelques heures. C'est vraiment une critique totalement fouillie, totalement bordélique. D'habitude, j'ai vraiment une idée en tête, je sais exactement comment ça va se passer. Je sais que je vais parler d'un tel, de l'histoire, puis des personnages, genre de trucs. Et là, je savais pas exactement comment vous en parler. J'espère vraiment que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager un maximum la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner parce que c'est très important. Ça fait 3 ans maintenant que je suis sur YouTube et on est bientôt aux 3000 abonnés. Et quel beau cadeau d'arriver aux 3000 abonnés pour Noël, ce serait. Donc n'hésitez pas, partagez un maximum la vidéo, abonnez-vous. C'était le Mediavore, n'hésitez pas et ne vous inquiétez pas, il y aura une vidéo évidemment récap et on va dire un peu plus détaillée, un peu plus travaillée sur toute la saga Star Wars qui devrait sortir d'ici quelques jours, ou si elle sort pas ce week-end, peut-être la semaine prochaine, ou peut-être le mois prochain, mais en tout cas, ça va sortir, ne vous inquiétez pas. C'était le Mediavore, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo, et que la force soit avec vous. Ciao.